Alors, vous êtes bon. On va considérer qu'on est au complet. Je suis ravie en fait de vous accueillir toutes et tous et d'ouvrir solennellement cette cérémonie de remise du prix Open Thèse saison 2. Alors, je ne vais pas millésimer parce que c'est trop compliqué en ce moment les années. C'est la saison 2, il y a une saison 3 assurément et Jean vous en parlera en toute fin de cérémonie. Je vous souhaite la bienvenue au nom d'Open Law, le droit ouvert. Et alors évidemment, je me réjouis que particulièrement du fait de la crise sanitaire que nous avons traversée, et notamment des conséquences pour l'enseignement supérieur que nous avons pu observer ou vivre. Je suis ravie qu'avec votre concours à vous tous, on ait pu mener à bien en fait ce prix, cette saison 2 de la thèse en accès ouvert. Vous allez très certainement l'aborder pendant la table ronde, mais on a quand même eu l'occasion pendant cette crise de voir à quel point la science ouverte était primordiale, représentait des enjeux pour la collectivité qui étaient clés. On a pu observer à quel point l'ouverture, le partage, la diffusion large, sans condition et en toute transparence des données de la recherche était aussi une composante primordiale des solutions à cette crise. Je vais vous laisser très probablement en débattre à l'occasion de la table ronde. Et puis en plus, le timing est très serré parce qu'il y a encore la cérémonie en tant que telle, à l'occasion de cette table ronde qui dure, je crois, une demi-heure. C'est bien ça, Olivia? Oui, c'est ça. Je crois que c'est une demi-heure et donc donc chaque intervenant, je pense qu'on vous a prévu 10 minutes, 5-6 minutes, c'est ça? 10 minutes. Bon, écoutez, voilà. On va faire au mieux. Et je vous remercie en tout cas de vous prêter à cet exercice dans un timing aussi serré. Et puis alors, je remercie très chaleureusement les membres du jury et son président Gilles Dumont. J'ai pu participer aux délibérations et c'était passionnant. Je remercie également les remettants des prix, ainsi que les lauréats. Alors, les remettants, Madame Isabelle, je ne sais pas s'ils sont connectés, Monsieur Pellegrini et Monsieur Pellegrini et Monsieur Benimout, je ne les vois pas, mais bon, ils vont nous rejoindre très probablement. François est là, celui. Ok, François est là. Et puis bien évidemment, Monsieur Simpo qui nous fait l'honneur de clôturer cette cérémonie. Et puis enfin, je vais remercier le préfet qui a organisé ça de main de maître depuis plusieurs mois, à savoir Jean Gannot et Lucie Steinhorn. Voilà, je te laisse la parole, Olivia. Oui, merci à tous. Quelques mots pour dire que je suis ravie d'être aussi présente pour cette deuxième édition et qui, j'espère, se poursuivra avec de nombreuses éditions supplémentaires de ce prix. Donc, l'objet de la table ronde aujourd'hui, donc, c'est de faire un petit peu un point, puisque là, avant de venir, je recalculais. Donc, la loi République numérique est entrée en effectivité, si j'ose dire, il y a à peu près 4 ans. Et quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de l'ouverture de la recherche juridique? Pourquoi se pose-t-on cette question? Parce que il y a quelques jours, je lisais encore d'ailleurs sur un blog allemand, Verfassungsblog, les gens globalement ont une tendance au scepticisme lorsqu'il s'agit de parler d'open access, on va dire, dans les sciences juridiques. Donc l'objet de la table ronde, c'est de faire un état des lieux, de voir un petit peu les actions, les résultats, les perspectives, sachant que, vous voyez, du côté allemand, par exemple, pour parler de Verfassungsblog, il y a vraiment l'idée qu'ils ne sont pas du tout en avance sur l'ouverture dans la recherche juridique. Est-ce qu'en France, on est mieux? C'est ce dont on va essayer de parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc, je vais céder la parole à Lionel Morel, qui... on n'a plus trop nécessaire de présenter pour ceux qui s'intéressent à la science ouverte, mais disons que je crois que lui, il a surtout des expériences intéressantes à nous relayer de la part du CNRS et du comité pour la science ouverte qui peut-être sont un espoir de frémissement pour que les choses s'améliorent. Merci. Alors merci d'abord pour l'invitation.
Et merci aussi de m'avoir associé à ce prix Open Thèse cette année. Oui, bon, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le mouvement, enfin, c'est même plus qu'un mouvement maintenant de la science ouverte, progresse de manière significative chaque année, en fait. Hein. Moi, j'ai rejoint le CNRS sur cette fonction il y a un peu plus de 2 ans. Et je dois dire que le chemin parcouru déjà est impressionnant. Hein. Donc, après la loi République numérique, on a eu l'intervention du plan national pour la science ouverte. Et ce qu'on voit depuis 2018, l'adoption du plan, c'est une série de conséquences en fait assez concrètes hein, qui se matérialisent par tout un positionnement d'acteurs qui peuvent être des financeurs de la recherche, des grands établissements de recherche, les universités et d'autres qui commencent, si vous voulez, à dessiner tout un réseau d'actions et de politiques et de chartes, de mesures qui petit à petit, à mon avis, sont en train de changer graduellement la donne. Alors, moi, je ne vais pas vous parler spécifiquement d'actions dans le champ dans le champ juridique, mais par exemple, ce qu'on met en place au CNRS, si vous voulez, englobe les chercheurs en droit. Hein, c'est des mesures générales qui ne font pas d'exception pour les chercheurs en droit. Et vous allez voir que quand même, ça a le potentiel d'avoir une action tout à fait significative. Donc le CNRS a pris une feuille de route pour la science ouverte en 2019. Et la première conséquence, c'est de l'établissement aujourd'hui demande le dépôt systématique des publications, des articles hein, en libre accès dans HAL. La mesure va rentrer en vigueur cette année pour les sciences humaines et sociales. Elle va s'appliquer à toutes les disciplines hein, des sciences humaines et sociales, donc y compris les chercheurs en sciences juridiques. Alors dit comme ça a l'air peut-être pas très impressionnant, mais à l'échelle du CNRS, si vous voulez, c'est considérable. C'est-à-dire que l'intitulé exact de la mesure, si vous voulez, la nature exacte de la mesure, c'est le CNRS n'a pas directement rendu obligatoire le dépôt des articles en libre accès, mais il demande aux chercheurs de déposer dans HAL s'ils veulent que les publications comptent dans leur rapport annuel. En fait, les chercheurs au CNRS sont obligés de faire un rapport annuel de publication, et s'ils veulent que les publications puissent figurer dans le rapport annuel, ils devront dorénavant d'abord les déposer dans HAL. Et quand je dis déposer dans HAL, hein, je ne parle pas de notice, hein. Je parle bien de fichiers plein texte, l'article lui-même, et tout ça se fait dans les conditions fixées par la loi République numérique, dont le Sénat demande maintenant, on va dire, l'usage systématique des facultés qu'elle ouvre. Donc voilà, c'est déjà un élément. Alors, je précise qu'il n'y a pas d'équivalent, je pense, dans le monde de politique aussi systématique de dépôt en open access pour un établissement de cette taille. Donc, voilà, vous ne trouverez pas l'équivalent, je pense, ni aux États-Unis, ni en Angleterre. Donc voilà, c'est l'an dernier, dans les autres disciplines, la mesure était déjà rentrée en vigueur, et on a mesuré qu'on est passé d'un coût d'environ 40% d'articles en libre accès à plus de 70% en un an. Et donc pour les sciences humaines et sociales, qui contrairement à ce qu'on dit, sont pas forcément en retard sur le sujet. Bon, sur la question des sciences juridiques, il y a une vraie question. Hein. Mais pour les autres sciences humaines et sociales, ça va quand même être quelque chose d'assez significatif. En fait, pour cette question du retard, si vous voulez, au CNRS, on a fait des mesures hein, pour essayer de voir où on en est, et on constate en fait que les secteurs qui sont le plus en retrait, ça va être donc les sciences juridiques, effectivement, mais aussi la médecine ou les sciences de l'ingénieur. Et en fait, on voit que toutes les disciplines qui ont des connexions avec un secteur professionnel, en fait, qui sont à la frontière, qui peuvent être à la frontière entre les, les sciences et des secteurs professionnels, ont plus de mal à passer à l'open access, qui s'explique par de nombreux facteurs, hein, notamment la structure du paysage éditorial et d'autres. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est quand même une impulsion très très forte mise en avant par les financeurs de la recherche. Vous savez que l'ANR, depuis l'entrée en vigueur du plan national pour la science ouverte, demande aussi le dépôt systématique des publications issues de travaux qui sont financés par l'ANR. Et l'Union européenne fait de même. Hein. Les
programme Horizon Europe aujourd'hui ont cette même exigence. Et à partir de l'an prochain, on va franchir une nouvelle étape liée à la mise en place de ce qu'on appelle le plan S, qui a été défini par les financeurs de la recherche au niveau européen, qui vont demander l'open access immédiat. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les limites de la loi République numérique, c'est-à-dire qu'ils demandent l'open access immédiat, ce qui, très concrètement, signifie que les revues qui pratiquent encore une barrière mobile deviennent inéligibles pour publier des résultats de recherche financés par de l'argent public issu de l'ANR ou des agences de recherche. Et ce qui va se passer sans doute l'année prochaine aussi, c'est que les établissements vont se positionner sur la question du plan S. Donc vous voyez, alors je ne sais pas s'il faut être optimiste outre mesure, hein, parce que ça reste un sujet très complexe. Hein, mais ce qui est certain, c'est que quand même la cohérence et la convergence du message des acteurs publics devient vraiment significative aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'on revienne en arrière de sitôt. Et je peux déjà vous annoncer qu'il y a une deuxième mouture du plan national pour la science ouverte qui est prévue d'ici la fin de l'année et qui va comporter de nouvelles mesures et qui marque voilà, la volonté aussi du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de continuer à avancer dans cette voie. Bien, merci Lionel. Donc, on voit bien qu'il y a une convergence, comme vous l'avez dit, des autorités publiques pour faciliter donc cette promotion de l'ouverture de la recherche d'une manière générale et en particulier, ça va toucher donc la recherche juridique. Et du coup, je me tourne vers Isabelle Grard en tant que du côté des conservateurs de bibliothèques. Pour vous, quelles sont les initiatives en matière de formation et de soutien des chercheurs, puisqu'il ne suffit pas qu'il y ait une politique volontariste du côté des pouvoirs publics, il faut aussi que les chercheurs s'approprient ces possibilités de pouvoir publier leurs recherches juridiques. Donc, quelle formation et soutien pour les chercheurs pour les aider dans cette approche? Merci beaucoup, Olivia, effectivement, pour ce focus en lien avec ce qui se fait au sein des établissements. Il y a une politique d'accompagnement et de sensibilisation des chercheurs hein, qui se fait au sein de mon université Aix-Marseille. Et ça passe évidemment par un accompagnement et puis le déploiement, la mise en pratique finalement du cadre législatif qui est proposé par l'article 30. Mais ce que je voulais également souligner, c'est qu'au sein de notre université, il y a une volonté du côté des presses universitaires d'Aix-Marseille d'aller au-delà et de permettre finalement aux chercheurs pour la politique de valorisation de leurs publications dans une archive ouverte, de pouvoir les déposer sans embargo dans l'archive ouverte institutionnelle, donc à l'AMU, et de pouvoir déposer le PDF éditeur pour également mettre en avant le travail éditorial qui est mené par les équipes d'Aix-Marseille Université Édition. Et donc, il y a une volonté au niveau de la politique sciences ouvertes de l'établissement, bien sûr, d'accompagner et d'asseoir le cadre légal qui est posé par l'article 30 de la loi République numérique, et puis au sein des presses universitaires, de proposer un cadre qui va au-delà et qui est incitatif afin vraiment d'inciter les chercheurs et notamment les chercheurs en droit à déposer, à disposer des droits les plus ouverts pour déposer dans une archive ouverte et contribuer à la diffusion de leurs écrits scientifiques pour les articles dans des revues comme pour les chapitres dans des ouvrages collectifs. Donc il y a une volonté qui accompagne le dispositif national qui se met en place également à l'échelle de l'établissement. D'accord, mais alors, du coup, là, une des questions, un des freins qu'on identifie souvent pour la publication en open access, c'est la crainte d'être d'avoir une mal évaluée en fait hein, pour le chercheur. Donc comment là il peut y avoir une action pour valoriser l'activité des chercheurs qui publient en open access. Et là je me tourne vers Gilles Dumont qui peut-être aura des éléments à nous donner sur son expérience en la matière. Merci beaucoup Olivia, bonsoir à tous. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur ce
sur ces questions d'accès ouvert et de publication immédiate en ligne des articles, et notamment Lionel Morel a évoqué les difficultés qui sont liées à l'écosystème éditorial, en particulier dans certains secteurs, et évidemment dans le secteur juridique. Et dans la réticence que nous avons même à faire connaître nos travaux, qu'un certain nombre de collègues ont à faire connaître leurs propres travaux, c'est assez étonnant lorsque, dans le cadre du portail Univ Droit, on a mis en place le processus de dépôt automatique des notices, et uniquement des notices, évidemment, dans un premier temps, des articles publiés dans les revues d'Alloz, dans le cadre du projet Droit de Halle, qui est toujours en cours. Eh bien, certains collègues m'ont dit « mais j'ai pas envie qu'on sache que j'ai écrit tel article dans telle revue ». Au point que l'on peut parfois se demander pourquoi est-ce qu'on publie. Enfin, on n'est pas forcément toujours très fier de ce qu'on a publié, mais tout de même, on peut renier parfois des travaux anciens, mais voilà, dans ce cas-là, une démarche auprès de l'éditeur peut-être qui peut être engagée, mais les juristes, je crois, et c'est assez étonnant, sont assez contents globalement, enfin étaient en tout cas assez contents globalement de ne pas être extrêmement connus. Extrêmement connus en dehors de leur cercle, c'est-à-dire du cercle universitaire proche, d'une part, et puis du cercle professionnel, parce que c'est aussi quelque chose qui a été évoqué. L'intérêt que l'on a, c'est d'être connu des professionnels. Alors, je pars de ce qui est quand même un peu une caricature, mais j'ai eu un certain nombre de retours quand même à ce sujet, pour dire que les choses, je crois, ont aussi changé, et elles ont changé des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien de la part des universitaires, qui aujourd'hui sont assez contents d'être sollicités suite au dépôt de leurs références, bien, puisque ce n'est que cela que nous avons fait pour l'instant, et qui viennent maintenant vers moi, c'est souvent pour me demander est-ce que je peux déposer mon texte parce que j'en ai assez d'être sollicité par mail suite au dépôt de la notice qui me demande l'article que j'ai déposé. Bien sûr, vous avez, c'est pas très compliqué. Alors, il y a toujours beaucoup de mauvaise foi, disons, dans l'affaire, mais parce que Halle n'est pas extrêmement simple, bon, il n'est pas quand même excessivement compliqué non plus, il ne faut pas exagérer, et ça ne prend pas non plus 3/4 d'heure pour déposer un article, ça prend plus de temps pour valider le dépôt, ça c'est un autre souci. Et donc, le mouvement est globalement enclenché du côté des universitaires qui, je crois, sont quand même assez contents que leurs travaux soient désormais un peu plus connus, et également du côté des éditeurs, alors qu'ils sont confrontés à un autre problème, c'est-à-dire que, si je pars du cas de la diffusion des notices de Dalloz, on a déposé 60 000 notices, et puis on continue chaque semaine à déposer les notices des nouveaux articles, et bien maintenant sont assez fortement sollicités par des professionnels essentiellement, ou des étrangers, professionnels ou universitaires, qui souhaitent accéder à un article en particulier, ce dont ils sont actuellement techniquement, paraît-il, incapables, puisqu'ils le proposent soit l'abonnement complet, soit rien du tout. Et ce qui fait que des personnes vont ensuite se tourner directement vers l'auteur pour solliciter l'article, ce qui est d'ailleurs un manque à gagner pour l'éditeur. Alors, ce paysage donc a un peu évolué. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener avec les éditeurs, avec les universitaires, enfin entre universitaires, éditeurs, le CNRS également, bien sûr, et plus généralement donc ceux qui mènent la politique de la science ouverte au niveau national, sur la définition même de l'article scientifique. Nous écrivons, nous autres juristes, à la fois pour la science et pour les professionnels. Bien. Et nous sommes sollicités pour écrire par des professionnels ou par des revues qui sont à destination de professionnels. Et la question du statut scientifique de ces publications devra sans doute être posée. Je veux dire par là que je me mets à la place de l'éditeur qui voit des universitaires, parce que ça fait partie de sa réputation, qui voit des universitaires publier dans ses colonnes, et du jour au lendemain, l'universitaire dit mon université ou mon établissement, il s'agit éventuellement du CNRS, m'oblige maintenant à déposer immédiatement en ligne. Bon, je suis désolé, mais c'est comme ça. Point. C'est sans doute un problème économique, disons, pour eux, mais c'est aussi pour nous, je pense, vraiment, un enjeu pour redéfinir scientifiquement ce qu'est une production juridique. Je ne suis pas certain que nous soyons tout à fait au clair entre nous à ce sujet. Nous publions, une partie de nos publications donne lieu à rémunération, à perception de droits d'auteur, qui ne sont pas considérables, mais qui sont tout de même une étrangeté, disons, dans le paysage des publications scientifiques. En tout cas, c'est quelque chose qui existe assez peu ailleurs. Je crois que les
économistes ou les gestionnaires ont, dans certaines de leurs publications, le même système, mais on est à peu près les seuls, je crois. Et d'autres, en revanche, publient sans être rémunérés, avec un système qui finalement est très proche de celui des autres éditeurs. Je pense, par exemple, en droit international, où de plus en plus, pour publier, il faut que le laboratoire finance directement. C'est déjà le cas pour les actes de colloque, les laboratoires financent les publications, et qui en même temps ne sont pas, en l'état actuel, disponibles en libre accès. Je sais que les éditeurs y travaillent, et je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir, non pas un accord global, c'est pas forcément la question, puis c'est pas facile dans le milieu très divers de l'édition juridique, mais au moins une mise au point très nette sur ce qui relève de la science pure, même si c'est un peu absurde de parler ainsi, en tout cas ce qui relève indiscutablement de la catégorie publication scientifique et qui sera assez facilement mis en libre accès, y compris par les éditeurs eux-mêmes, parce qu'il y a aussi un enjeu de visibilité pour les éditeurs à ce sujet, et ce qui relèvera de la publication professionnelle, qui n'est pas forcément dénuée d'intérêt scientifique, naturellement, mais de la publication professionnelle, et qui, dans ce cadre, eh bien, ne continuera à rester hors champ de la science ouverte, même s'il y aura toujours, évidemment, une zone grise, en quelque sorte, entre les deux. Et je pense qu'on arrivera, enfin, je crois vraiment, que sous la pression, sans doute, du plan science ouverte dans ses différentes versions, sous la pression des évolutions aussi éditoriales, enfin, voilà, donc du consortium Couperin et autres, je pense qu'on arrivera quand même à des évolutions assez rapidement dans ce domaine. Je ne veux pas être plus long à ce sujet, mais c'était pour répondre donc à la question d'Olivia. À la question. Donc, en gros, à votre avis, enfin, à ton avis, il faudrait dissocier la distinction qui est faite dans l'article 30 entre finalement les articles et les manuels, hein, puisque l'article 30 de la loi République numérique ne concerne que les articles pour les sciences humaines et sociales, et intégrer cette distinction entre publication vraiment scientifique, enfin, une publication scientifique et professionnelle pour le domaine du droit, en fait. C'est ça que tu proposes pour revisiter l'application de l'article 30 dans notre domaine. C'est une distinction qui sera extrêmement difficile à faire, mais au fond, c'est un peu ce qu'a dit Lionel Morel, c'est-à-dire que votre publication est en libre accès, et dans ce cas-là, elle compte dans votre évaluation RIBAC, enfin donc dans le système CNRS, mais ça vaudra, je pense, assez rapidement aussi pour les autres systèmes d'évaluation, ou bien elle n'est pas déposée, et dans ce cas-là, elle ne compte pas comme publication scientifique dans votre dossier. Bien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne compte pas du tout. Ça ne veut pas dire aussi que, comment dire, la politique du CNU en droit, tant qu'il existe, enfin j'espère qu'il existera encore longtemps, mais sera la stricte application de cette différence un peu arbitraire, disons, entre les deux volets. Mais je pense qu'on ira quand même vers une distinction de ce type. Je le vois d'un point de vue très concret. Mon université, l'université de Nantes, vient de décider l'entre guillemets obligation de publication immédiate en libre accès de l'ensemble des publications scientifiques. Bien. La réponse immédiate d'une grande partie de mes collègues, c'est bon, bah, je vais faire le tri entre ce qui est scientifique et que je serai obligé de mettre en ligne et ce qui n'est pas scientifique et que je ne mettrai pas en ligne. Bien. Et ce travail, au fond, il est assez sain, me semble-t-il. C'est-à-dire que cette obligation de publication, alors évidemment, on préférerait que ce ne soit pas dans un cadre obligatoire, les juristes aiment assez peu l'obligatoriété, hein, il faut bien le dire, mais c'est un accompagnement renforcé, et qui nous contraint à repenser un peu notre activité scientifique, ce que c'est véritablement que la production scientifique en droit. Et très honnêtement, je pense que ça ne nous fera pas de mal. Je crois que c'est vraiment une bonne chose, même. D'accord, donc on a le point de vue de l'enseignant-chercheur que tu es, donc je me retourne vers Catherine Largejean, du côté éditeur. Comment les éditeurs peuvent-ils participer donc à cet effort pour promouvoir la recherche juridique ouverte ? Oui, alors je vais rebondir sur les propos de Gilles Dumont, que je remercie d'ailleurs de nous avoir emmenés dans cette aventure. Effectivement, donc nous contribuons au projet HAL, et donc nous avons d'ores et déjà mis à disposition l'ensemble de nos articles qui font partie d'un programme de recherche financé par la France et par l'Europe, qui sont donc mis à disposition sur ce portail. Donc ça, c'est une action significative et récente. Et puis, je pense simplement pouvoir dire que ça relève un peu d'une évidence. Pour nous, la science ouverte, je pense que pouvoir dire que c'est culturel, en fait. Ça remonte aux origines de la maison Dalloz, qui a toujours été très proche des doctorants, de la recherche, de l'université en général.
que ce soit à travers des publications dans des articles de revue, comme nous en parlons à l'instant, ou de manuels ou au sein de ces produits numériques aujourd'hui. Donc, c'est un travail collaboratif et natif, en fait, pour nous, avec nos auteurs, de mettre à disposition de la doctrine. Donc, la question, pour nous, en tant qu'éditeurs, c'était comment sauter le pas et comment donc participer à ce mouvement général de mise à disposition ouverte des données juridiques. Donc voilà, nous l'avons fait dans le cadre du projet HAL. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur, et nous travaillons toujours encore, parce que c'est en devenir, sur la mise en place de solutions d'anonymisation, de pseudonymisation. Nous avons travaillé aussi avec les pouvoirs publics, avec les juridictions, avec la Cour de cassation, avec la Haute Cour de justice, pour contribuer au développement d'algorithmes en ce sens et permettre donc la mise à disposition de ces données. Et puis, peut-être si je remonte un tout petit peu dans le temps, je crois qu'on a été un des premiers éditeurs à entamer cette démarche, avant même les mesures législatives, en ouvrant un programme qui s'appelait Open Dalloz, et qui avait pour objectif de mettre à disposition les codes, la jurisprudence et des fiches thématiques sur les concepts juridiques, donc à la disposition de tous sur le portail Dalloz. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un mouvement dans lequel nous nous inscrivons résolument. Nous sommes convaincus que c'est un travail qu'il faut mener aux côtés des pouvoirs publics et donc participant à l'ensemble des initiatives qui peuvent y contribuer. Bien, merci Catherine. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que l'un d'entre vous a des choses ou des éléments qu'il souhaite ajouter à sa contribution? J'étais juste avant dans une réunion de Dauphine sur justement la création d'un groupe de travail sur la science ouverte. Et donc notre bibliothécaire annonçait qu'il y avait une position de l'HERS qui était d'évaluer les labos en France en prenant en compte les publications intégrales en OA, en open access. Donc est-ce que certains ont eu vent de cette position qui s'annonce et qu'en pensez-vous? Lionel, peut-être, non? Oui, c'est sûr que j'ai envie de dire que le point central, c'est la question de l'évaluation, en fait. Parce que à partir du moment où la science ouverte rentre aussi dans les circuits d'évaluation, on cesse d'en faire une question de choix individuel. Voilà, ça devient donc oui, voir l'HCERS. Alors je suis pas certain que ce soit complètement acquis du côté de l'HCERS. Je sais que c'est en discussion, mais donc si ça progresse, tant mieux, effectivement. Chez nous, au CNRS, les sections qui font l'évaluation individuelle des chercheurs, avec la feuille de route sciences ouvertes, ont reçu aussi la demande de tenir compte de la présence des articles cités en bibliographie des chercheurs dans les archives ouvertes pour produire leurs évaluations. Donc c'est aussi, on voit. Je voudrais juste rajouter une chose sur ce qu'a dit Gilles Dumont sur comment fait-on pour trier entre un écrit scientifique et un écrit qui ne serait pas scientifique. C'est un point très important parce qu'effectivement, l'article 30 de la loi République numérique est assis sur la distinction. Donc on a eu des discussions là-dessus au sein du comité pour la science ouverte. Et si vous voulez, ce qui nous apparaît, c'est que nul ne peut définir seul ce qu'est, d'une manière purement subjective, ce qui est scientifique ou non. C'est-à-dire que ça ne peut pas résulter de la seule appréciation du chercheur isolé. C'est-à-dire que personne ne peut tout seul dire qu'il a fait une production scientifique. La seule manière d'être sûr qu'on a fait une production scientifique, c'est de la soumettre à un processus, notamment d'évaluation par les pairs, qui permettra de certifier par un processus collectif qu'on a bien fait une production scientifique. Et de la même manière, nul ne peut seul retirer du corpus scientifique quelque chose qui aurait cette nature. Il y a quelque chose de profondément anti-subjectif dans la science elle-même. Donc en fait, pour nous, le critère qui est tout à fait objectif, c'est celui de l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que si ce que vous avez écrit passe par un processus d'évaluation par les pairs, alors l'article 30 s'applique. Si ce que vous avez écrit n'est pas été soumis à un processus d'évaluation par les pairs, je sais pas, une tribune de presse par exemple, alors l'article 30 ne s'applique pas. Et là, on aura un critère objectif qui nous permettra de dire si des écrits sont scientifiques ou non. Et à mon avis, ça me paraît beaucoup plus préférable à un tri purement personnel au sein des publications.
Oui, alors après, je vois, si vous me permettez, donc Bénédicte qui nous dit dans le chat, et je pense qu'elle traduit aussi le point de vue de nombreux enseignants-chercheurs, c'est que beaucoup sont prêts à publier en open access, mais que c'est compliqué de savoir à partir de quand, comment discuter avec les éditeurs qui nous envoient des contrats qui semblent nous contraindre à d'autres choses. Donc il y a cet aspect qui est quand même souvent mis en avant, c'est que le chercheur, ce qu'il aime, c'est chercher et pas forcément se décarcasser pour savoir comment mettre les choses en open access correctement. Et c'est là où on a besoin sans doute des éditeurs, des conservateurs de bibliothèques pour nous alléger et d'une politique claire en fait des établissements qui aident les enseignants-chercheurs à se consacrer sur leur tâche première, qui est plutôt de faire de la recherche que toujours d'être dans la valorisation de leurs travaux. Voilà. Donc, il me semble que nous avons, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va encore dire quelque chose, mais moi, j'essaye de respecter le timing, puisque en tant que modératrice, c'est vraiment la question de la clé du temps, il me semble, qui est souvent la plus importante et la tâche la plus ingrate. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une envie irrésistible de rajouter un commentaire, je pense que nous pouvons passer à la séance de remise des prix. Jean ou quelqu'un d'autre d'accord avec... Bon, alors si c'est le... Oui, complètement, Olivia, parce qu'effectivement, le temps avance. Lucie est avec nous ou pas? Oui, tout à fait. Écoutez, je propose de donner la parole à Lionel Morel, du coup, qui va pouvoir ouvrir officiellement cette cérémonie de remise des prix. Alors, merci de me faire cet honneur de lancer la cérémonie. Donc, nous sommes ici pour la remise de la seconde édition du prix Open Thèse, prix qui a été créé par le groupe de travail Open Doctrine au sein de l'association Open Law. Je précise que c'est dans le paysage de la science ouverte quelque chose de tout à fait singulier, hein. C'est-à-dire que au sein de toutes ces actions d'acteurs publics, ben on a là en fait une initiative qui est née directement au sein d'une communauté ou d'une partie d'une communauté, appuyée sur une association. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant en fait d'avoir aussi des initiatives émergentes de ce type. Donc voilà, je voudrais vraiment saluer aussi tout le travail qui a été fait dans Open Law depuis des années pour faire se rencontrer les communautés et pas que les communautés de chercheurs. Ça me paraît extrêmement important. Donc on est sur la deuxième édition du prix. Ce prix, cette année, a connu des évolutions, notamment cette année, le règlement prévoyait un engagement du candidat de maintenir sa thèse en open access après avoir reçu le prix, ce qui est voilà, un engagement encore plus fort de la part des candidats. Le jury a été étendu à de nouvelles disciplines, à de nouvelles universités, au-delà des universités, à une institution comme Sciences Po. Et le groupe qui est chargé aussi d'examiner la qualité du référencement des thèses, hein, ne pas tenir compte uniquement du contenu, mais aussi de la manière dont le candidat a pris soin de la diffusion de sa thèse, a aussi été étoffé. Cette année, le prix a reçu 26 candidatures, dont 23 ont été jugées recevables. Nous avons 3 candidats qui ont mis leur thèse en open access pour pouvoir participer au prix, ce qui voilà, montre aussi l'effet de levier que cela peut constituer. Parmi les candidats, 4 venaient de l'université de Bordeaux et 3 de Paris 1, qui sont les universités les plus représentées dans l'origine des candidats. Alors, j'ai eu aussi l'honneur de participer au processus de sélection et qui suit voilà, plusieurs étapes tout à fait rigoureuses, hein, avec répartition des thèses à des binômes de membres du jury, avec un examinateur principal, un examinateur secondaire, des examens des thèses qui durent d'octobre à février pendant voilà, plusieurs mois, et en parallèle un examen par le groupe chargé du référencement.
Et finalement, on a abouti à une délibération du jury qui a eu lieu le 1er mars pour désigner les lauréats. 20 membres du jury étaient présents sur 22. Et j'étais présent aussi, et je peux témoigner que la discussion a été particulièrement nourrie. Le jury a délibéré pendant 2 heures, avec des discussions très serrées pour départager les candidats, parce qu'il y avait vraiment des thèses de très bonne qualité. Et voilà, je voudrais vraiment saluer l'engagement des membres du jury dans cette discussion qui, je pense, a permis d'aboutir aux meilleures décisions. Et voilà, je voulais aussi remercier particulièrement les doctorants qui ont soumis leur thèse. Et tout ça est très encourageant de voir la dynamique qu'un tel prix peut faire naître. Et on a appris aussi une chose, c'est que la prochaine fois, on enregistrera la délibération du jury. Parce qu'on a tous passé un super moment. Voilà. C'est un beau souvenir pour les gens qui ont participé au prix. On s'est dit que la prochaine fois, il faudra qu'on le partage parce que vraiment, c'était sympa. Voilà. Un moment de grande qualité en plus. Eh bien, je pense qu'on va enchaîner. Et on va laisser Nadège, Julien, faire son retour d'expérience sur le prix OpenTest, justement. Merci beaucoup, merci à tous. Alors tout d'abord, rapidement, je tenais à féliciter les gagnants du prix OpenLaw, même si on aura l'occasion de les féliciter ensuite également. Je pense que c'est une très belle visibilité pour eux et surtout pour leurs travaux. Pour moi, en tant que membre du jury, ce fut une chance et un plaisir de participer à ce prix de thèse et de découvrir les travaux des candidats. C'était la première année que je participais à ce prix et je tenais à redire que les candidatures et les travaux étaient tous d'une très grande qualité, d'une grande richesse. Et même si je n'ai pas pu participer à cette réunion de classement, parce que c'était pour ma part surveillance d'examen à Perpignan, il est toujours difficile d'opérer un classement et je ne doute pas que les délibérations aient été longues. Ensuite, je voudrais très rapidement revenir sur les enjeux de ce prix pour les candidats, bien sûr, mais également pour nous, chercheurs en droit. On sait que le partage des connaissances est essentiel en sciences et notamment en sciences juridiques. Or, l'accès aux travaux doctoraux, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui complexe, soit parce que les travaux ne sont pas publiés et ils ne sont disponibles en version soutenance que dans quelques bibliothèques universitaires dispatchées sur le territoire français, soit encore parce que les travaux, même s'ils sont publiés, le sont sous format papier et pas sous version numérique. Et là, il faut se lancer dans un système de pré-interbibliothèque pour les faire venir, alors pour ma part, jusqu'à la bibliothèque universitaire de Perpignan, pour pouvoir consulter ces travaux. Et cette façon de fonctionner n'est pas forcément compatible avec les travaux qu'on doit produire, les moments où on a besoin de lire ces travaux de thèse. Voilà. Et j'ai une pensée toute particulière pour les personnes francophones qui ne sont pas en métropole, qui sont dans d'autres pays et qui sont confrontées à cette difficulté d'accès aux thèses. Et ces difficultés d'accès aux thèses, elles se sont accrues avec la crise Covid et la fermeture des bibliothèques universitaires l'année passée. C'est la raison pour laquelle j'étais très heureuse de participer à ce prix de thèse OpenLaw parce qu'on venait de vivre cette période sans bibliothèque avec cette solidarité entre chercheurs en droit, avec des pages Facebook, à s'échanger des copies, des photos de documents qu'on pouvait avoir en version papier les uns et les autres chez nous. Voilà, donc encore une fois, quelle chance, quel soulagement pour le chercheur lorsqu'il découvre que les travaux de thèse qu'il souhaite consulter suite et pas dans une semaine après un prêt interbibliothèque sont disponibles soit sur les archives de l'université de soutenance, soit encore plus simplement et plus universalement sur des archives ouvertes comme le promeut OpenLaw. Je voudrais également dire que pour les candidats, cette archive ouverte, c'est une chance. Ça permet d'être lu. On a souvent peur, quand on vient de soutenir sa thèse, de la mettre sur ces archives. On a peur que nos idées soient reprises et qu'on ne soit pas légitimement cité. Mais en réalité, je ne vois pas pourquoi la malhonnêteté intellectuelle des personnes qui pourraient travailler sur nos travaux serait plus importante s'ils sont en libre accès que s'ils sont dans un document papier disponible, etc. Voilà. Donc vraiment, c'est une chance de pouvoir être lu sur ce travail doctoral, ce travail sur lequel on a passé plusieurs années de notre vie en pensant être le seul à s'intéresser à cette toute petite question. Et finalement, non. On est lu par des professionnels
et par d'autres chercheurs en droit. Et enfin, je voudrais insister sur le fait que le prix Open Law est sponsorisé par des éditeurs juridiques. Preuve en est, si cela était encore nécessaire, que l'accès à ces thèses en libre accès est vu par tous comme une chance et pas du tout comme un frein. Voilà, donc je vous remercie encore de m'avoir associé et de m'avoir permis de participer à ce jury. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle des mécènes, ils nous ont envoyé des messages que je vais vous diffuser tout de suite. Si la magie de la technologie fonctionne. Soutenir OpenThèse, c'est soutenir une recherche ouverte, c'est-à-dire une production du savoir qui soit plus collaborative que compétitive et la partager à tous. Donc c'est aussi relever le défi de nouer un lien entre la recherche et la société pour rendre cette science accessible à tous les niveaux. En résumé, soutenir OpenThèse, c'est contribuer au chemin qui mène vers l'excellence scientifique. Nous soutenons le prix OpenThèse car cette initiative s'inscrit logiquement dans les valeurs que nous promouvons au quotidien, à savoir la mise à disposition de contenus juridiques pour permettre l'accès à tous à la matière qu'est le droit et à l'actualité juridique. Et il est tout à fait évident que le barreau de Paris partage la volonté du fonds de dotation d'Open Law d'ouvrir la connaissance doctrinale au plus grand nombre, dont les professionnels du droit qu'il représente. Parmi les travaux universitaires, bien sûr, il y a les thèses et les mémoires qui sont les plus connus, mais souvent pas les plus utilisés par difficulté d'accès à ces travaux. Pourtant, ces travaux sont l'occasion de renouveler la vision doctrinale que l'on peut avoir sur des sujets de pratique juridique. Je suis vraiment très sensible, comme toute l'équipe de OKDoc, à la valorisation de la recherche et finalement à l'ouverture au plus grand nombre des données qui sont développées dans les laboratoires de recherche par les doctorants. Pour nous, l'open access, c'est une opportunité vertueuse de travailler main dans la main, pouvoir public et acteurs privés, en vue de la création d'un espace de données juridiques qui servent à la fois l'exercice des libertés, mais aussi, et c'est important, le rôle du droit dans la reprise économique. Ça fait plusieurs fois que Lexis soutient le prix OpenThèse. Il y trouve un grand avantage à soutenir la créativité et stimuler l'intelligence des étudiants et peut-être par ce biais aider l'université française à être plus ambitieuse et tournée vers l'excellence pour réussir à la fois sur les marchés nationaux et internationaux. Les avocats du barreau de Paris ont évidemment tout à gagner pour améliorer leur culture juridique et de pouvoir librement consulter les dernières thèses soutenues. Donc on a besoin en fait de toutes ces données ouvertes. Sans cette richesse à la source, nos formations seraient moins riches. On ne pourrait pas explorer de territoires nouveaux, on ne pourrait pas être à l'écoute des changements comme on peut l'être aujourd'hui. Tout à fait, l'association Jury Connexion encourage vivement les docteurs qui participent au prix OpenThèse. Ils permettent d'ouvrir la voie à de nouveaux thésards et ils favorisent aussi la connaissance du droit français, tant en France qu'à l'étranger. Donc nous les encourageons vivement. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment déjà féliciter tous les participants à ce prix OpenThèse et j'aimerais les inciter et inciter tous les futurs participants à s'engager dans cette voie de l'open innovation qui permet véritablement de faire progresser tout un écosystème, de faire progresser les professions du droit, mais également de les faire progresser dans l'intérêt du justiciable, dans l'intérêt de la justice et de l'accès au droit. Nous adressons nos encouragements et apportons notre soutien aux docteurs qui participent à ce concours. Nous sommes convaincus que nous avons beaucoup plus à gagner en diffusant et partageant l'information, en prenant part à ce mouvement collectif d'ouverture des savoirs et des données, qu'en encourageant des positions conservatrices, car la diffusion des savoirs est source d'innovation. Inexorablement, l'ouverture à la connaissance gagne du terrain, il faut donc maintenir le cap. Déjà, bravo de participer à cette initiative et bravo pour le travail fourni dans le cadre d'une thèse qui est colossale. Et puis ensuite, bonne chance pour le concours. D'abord, toutes nos félicitations aux docteurs pour avoir atteint la fin d'un parcours qui peut paraître long, éprouvant, parfois solitaire, et dont on ressort au final extrêmement grandi, aussi bien sur le plan intellectuel, évidemment, mais aussi sur le plan humain. Et bravo, bravo, parce que je sais les efforts que ça vous a coûté, donc bravo d'être allé au bout de ce chemin. Et puis le deuxième, c'est belle vie professionnelle.
Voilà, vous êtes les créateurs du droit de demain. Ils ont à l'évidence toute mon admiration d'avoir été jusqu'au bout de ce travail. Donc, je leur souhaite le meilleur pour l'avenir et notamment pour ce prix Open Thèse. Chers étudiants, soyez innovants, soyez créatifs, portez des thèmes qui n'ont pas encore été creusés, propagez une connaissance nouvelle pour l'université et pour vous-même, puisque demain, ça fera votre réputation dans le monde qui va venir. Ouvrir et partager, ça vous permet d'être visible, et c'est un communicant qui vous le dit, ça vous permet d'être donc lu, apprécié, référencé, et ça, c'est très important aussi pour votre recherche, qu'elle soit connue de tous, partagée par tous, et on en profite tous. Merci. Voilà, on compte sur vous, et merci beaucoup pour votre participation. Encore bravo à tous ceux qui participent, et à très bientôt. Donc, merci à tous. Je vais procéder aux remerciements et il y en a vraiment beaucoup pour ce prix auquel je suis très fière d'avoir pu contribuer. Déjà, merci à nos mécènes et à nos soutiens, le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocat, Jury Connexion, le cabinet JRF, SVP, Simon et Associés, l'Ordre des avocats au barreau de Paris, la JUCAF, Dalloz, les éditions Francis Lefebvre, Wolters Kluwer, ASCO, les ateliers by Design, OKDoc, le cabinet Lowways, le cabinet Eva Philippe, Lex Colibri, le cabinet Loustalet, La Loi des Ours, Jury Prédis, Leganov, LegalDev, Concurrence, LexisNexis, LexBase et l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS. Merci beaucoup évidemment à tous les membres de notre jury qui a travaillé dur dans cette période que l'on s'est chargé et qu'on remercie pour son engagement et sa disponibilité. Donc merci à Bénédicte Bédard-Boyer, Arnaud Debussy, Hubert Delzangle, Bruno Dondero, Philippe Dupichot, Nicolas Gabayet, Carole Grard, Nadège Julien, Caroline Lacroix, Rémi Lérinier, Aurèle Levasseur, Lionel Morel, Emmanuel Netter, Valère Dior, Nicolas Moisard, François Pellegrini, Stéphane Bernac et Michel Vivant. Merci parmi ces membres du jury que j'ai cités au groupe de travail Open Doctrine, donc Gilles Dumont, Isabelle Gras et Olivia Tambou. Et bien sûr, un grand merci à Jean Gannot qui a mis beaucoup de son cœur, de son temps et de son énergie dans ce projet depuis bien 3 ans. Donc, merci beaucoup à lui. Et avant de passer la parole au remettant du 3e prix, je vais vous lire un mot que m'a confié Armel Leruillet, qui a gagné le prix, le premier prix l'année dernière et qui n'a pas pu être là. Donc, grâce à la mise en ligne de ma thèse sur HAL, celle-ci est devenue ma carte de visite. Elle est un gage de ma crédibilité professionnelle et me donne également une grande visibilité tant à l'égard des universitaires que des praticiens. Aux docteurs lauréats de ce prix de thèse, je souhaite évidemment leur adresser mes félicitations pour cette belle reconnaissance de leurs travaux, mais aussi un message positif. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a que de belles rencontres et c'est cela qui fait la richesse de l'université. En dépit des difficultés qui pourraient se présenter à eux, je leur souhaite de toujours croire en leur talent et de faire confiance en leur intuition. Et pour remettre ce 3e prix du prix Open Thèse, donc 2e édition, je vais passer la parole à Mehdi Ben Mimoun, chargé de mission auprès du secrétaire général de l'AJUCAF. Merci d'avoir remplacé Monsieur Jean-Paul Jean au pied levé. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jean, qui est le seul que je connais dans toute cette assemblée éminente. Je suis Mehdi Ben Mimoun, je suis greffier à la JUCAF, à la Cour de cassation française. Et à titre liminaire, je tenais à exprimer les regrets du président Jean de ne pas avoir pu honorer l'invitation qui lui avait été faite par les membres du jury pour décerner le prix Open Thèse à M. Audubert et prononcer les quelques mots à son encontre. Néanmoins, il me charge de vous présenter ses plus sincères regrets et présenter également ses sincères salutations aux 3 lauréats récompensés.
C'est un honneur pour la JUCAF d'avoir pu être mécène de ce prix de thèse et d'avoir pu être aussi associé à la remise de ce prix. Cela d'autant plus en nous permettant de nous exprimer sur la thèse de M. Audubert qui porte sur l'étude du paradigme judiciaire de la plurinationalité, en prenant l'exemple de la Bolivie. Cette étude de droit comparé, si elle s'éloigne de l'esprit de la francophonie qui constitue le cœur de la JUCAF, elle s'en rapproche néanmoins à travers l'esprit d'universalité et le croisement des cultures juridiques et judiciaires qu'elle entend promouvoir. Et à ce titre, M. Audubert, veuillez recevoir de la part de M. Jean-Paul Jean les plus sincères félicitations de la JUCAF pour l'obtention de ce prix. À travers le prix qui est remis aujourd'hui à M. Audubert, le jury a voulu récompenser un travail original grâce à l'approche comparatiste que l'auteur a choisie, ainsi que par le décentrement de son étude qu'il apporte sur l'analyse du droit constitutionnel. Cette thèse permet au lecteur d'apprendre et d'approfondir des connaissances sur le système politico-juridique particulier qu'est celui de la Bolivie, ainsi que sur le concept de plurinationalité qui en constitue le centre. M. Audubert parvient à démontrer que le principe de vivre bien, qui est ici de la culture andine, vient s'inscrire dans un système juridique qui permet de s'émanciper des conséquences de la nationalisation, en embrassant à la fois une culture juridique espagnole et celle des populations indiennes. Ainsi, le concept de vivre ensemble, qui a constitué le socle de la Constitution bolivienne de 2009, a permis de reconfigurer dans son ensemble le droit constitutionnel bolivien autour de ce paradigme que constitue la plurinationalité. Toutefois, bien que le modèle bolivien ne soit pas reproductible, il s'inscrit naturellement dans l'histoire nationale dans laquelle il s'est développé et offre immanquablement des pistes de réflexion par rapport aux modèles constitutionnels occidentaux auxquels nous sommes beaucoup plus habitués. Enfin, je voudrais terminer en réitérant les plus sincères félicitations de la JUCAF à l'ensemble des candidatures et à M. Audubert en particulier pour le travail de qualité qu'il a pu produire et qui a été justement récompensé par les membres du jury. Je vous remercie. Avant de céder la parole au lauréat, qui j'espère est avec nous, je précise que le troisième prix est donc une dotation de 1 000 €, une publication numérique de la thèse en texte intégral augmenté et en accès libre par les éditions Lexbase et un code LexisNexis 2022. Donc là maintenant, nous cédons la parole au lauréat, Monsieur Audubert, je crois, c'est cela? Oui, absolument. Il est avec nous. C'est à vous, Monsieur Audubert. Oui, je pense qu'il faut peut-être enlever vos écouteurs ou vous reconnecter pour avoir votre micro ouvert. Ok, excusez-moi pour le délai, bonjour, pour le micro. Écoutez, je suis vraiment honoré de ce prix et je remercie évidemment les membres du jury pour ce prix Open Thèse et ainsi que la fondation Open Law qui a le mérite de mettre en avant l'accessibilité de la recherche qui, à mon sens, est un bien commun et qui devrait être accessible au plus grand nombre en faisant fi de son considération financière de ce point de vue, je suis vraiment très heureux qu'une fondation et que des acteurs juridiques s'engagent dans cette voie-là. C'est vraiment, c'est un petit peu, à mon sens, le sens de l'histoire que d'étendre le champ de l'information et de décloisonner, de décentrer la recherche universitaire au plus grand nombre, et l'outil Internet permet justement cela. Donc vraiment, je suis très honoré en particulier de recevoir ce troisième prix
de cette fondation. Et je tiens aussi à remercier, pendant que je suis ici, mon directeur de thèse, qui m'a évidemment accompagné, qui m'accompagne depuis 2015, puisque un directeur de thèse, c'est un petit peu pour toute la vie qu'on l'a. Donc moi, je continue à avoir de très bons contacts. Et Jean-René Garcia, le professeur Jean-René Garcia, qui est professeur associé à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et qui m'a donné les moyens de faire cette thèse, puisque il m'a permis d'avoir un contrat doctoral avec une mission d'enseignement dans cette même université. Et puis évidemment, je remercie ma famille qui est aussi à mes côtés depuis le début de cette aventure. Alors je sais pas, je crois que j'ai 5 petites minutes, je ferai pas très très long. J'ai été par curiosité regarder sur donc la plateforme HAL l'audience un petit peu de ma thèse, et en fait à ce jour 107 personnes l'avaient consulté et 302 l'avaient téléchargé. Donc vraiment c'est une audience beaucoup plus large qu'une simple publication, voire d'une non-publication, puisque encore la majeure partie des thèses ne sont pas publiées et restent cantonnées aux bibliothèques, en tout cas aux archives des écoles doctorales. Donc vraiment on constate que la mise en ligne d'une thèse, c'est un formidable moyen de rendre cette recherche accessible au plus grand nombre, et puis de rendre aussi ces recherches, de voir que ces recherches sont beaucoup plus larges que sans Internet, que sans ce soutien incroyable. Rapidement, c'est vrai que je vous remercie aussi d'avoir eu l'audace, entre guillemets, de choisir une thèse qui ne porte pas sur le droit français ni sur le droit francophone, mais qui porte sur un tout petit pays coincé entre l'Amazonie et les Andes, la Bolivie. Alors, vraiment, je vous remercie, et j'utilise le mot audace à bon escient, puisque on sait que le milieu juridique français peut parfois être pris dans certains formalismes qui peut-être l'empêchent d'être un peu plus ouvert que d'autres disciplines de sciences sociales. Et vraiment, je vous remercie d'avoir pu prendre en considération le fait que une thèse et l'étude d'un droit étranger, d'un droit d'un petit pays en plus, la Bolivie, peut mériter une attention particulière de la part d'un juriste, des juristes au sens large. Et vraiment, je vous remercie d'avoir pris en considération cet aspect-là. Et puis en plus, c'est une thèse qui n'est pas seulement, alors c'est une thèse de droit public, de philosophie du droit, mais c'est une thèse qui s'appuie également sur des théories qui proviennent d'autres disciplines, de disciplines qui sont annexes, qui sont connexes plutôt au droit, comme la science politique, évidemment l'histoire des idées politiques, qui à mon sens font partie du droit. J'enseigne le droit constitutionnel, et évidemment quand on enseigne le droit constitutionnel, il y a une part de philosophie, de sciences politiques qui viennent s'insérer dans le cours. Donc vraiment, c'est une thèse qui ne porte pas sur la France, c'est une thèse qui est presque à la frontière de la pluridisciplinarité. Donc vraiment, je suis très très heureux que ce travail puisse être reconnu. Et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long. Et encore, merci aux membres du jury et puis à la Fondation pour la reconnaissance de ce travail. Merci. Mais je vous en prie, merci pour votre discours. Sans plus attendre, mais on est dans les temps. Nous cédons la parole à Isabelle Gras, qui va donc remettre le 2e prix. Merci beaucoup, Jean. Alors, je tenais à dire que j'étais très honorée de participer à cette 2e cérémonie du prix Open Thèse, qui s'inscrit dans la continuité des réflexions qu'on mène notamment dans le groupe de travail Open Doctrine. Et je suis également très, très honorée de décerner ce 2e prix au nom des membres du jury, suite à une réunion de délibération qui a été très riche, comme cela a été souligné. Alors donc, sans plus attendre, le jury a souhaité décerner le 2e prix Open Thèse à une thèse qui porte sur un sujet qui est à la fois inédit et innovant en droit, puisqu'il s'agit d'une thèse de droit public qui fait appel à l'interdisciplinarité et qui s'est appuyée à la fois sur les sciences sociales ainsi que sur les sciences du vivant pour la construction de son raisonnement sur le régime juridique de la nature ordinaire. Et à l'aune des réflexions sur les biens communs, mais aussi sur la biodiversité et les enjeux environnementaux et climatiques, l'actualité et la portée prospective de cette thèse ont retenu l'attention du jury. Et c'est pourquoi le 2e prix Open Thèse est attribué à Aline Treillard pour sa thèse « L'appréhension juridique de la nature ordinaire ». Voilà, il faut
Là, je crois que c'était bon tout à l'heure, ou peut-être si vous pouvez enlever complètement vos écouteurs, je ne sais pas. Ah, je crois que c'est bon, là. Non, c'est moi qui ai été coupé. Donc, le prix, 2 000 €. Oui, c'est très bien. L'édition numérique par l'ESBase, comme pour le troisième et le premier prix, je spoil, et 2 codes gratuits LexisNexis à choisir. C'est à vous, Madame Tréguard, pour votre discours. Merci. Eh bien, écoutez, je remercie les organisateurs, bien sûr, et les membres du jury du prix de thèse Open Law. Je suis très heureuse d'avoir remporté cette deuxième place. C'est très gratifiant pour mon travail. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé ma thèse, on m'a souvent dit que le sujet était intéressant, mais que ça ne mènerait pas loin. Donc, merci beaucoup d'avoir infirmé ces hypothèses a posteriori. Alors, j'en déduis plusieurs choses. J'en déduis que la nature ordinaire, comme l'a dit la personne précédemment, est mise à l'honneur, et donc c'est tout à fait déterminant pour notre avenir commun, dans la mesure où l'étude de cette thématique, c'est une thématique d'avenir pour lutter contre l'érosion massive de la diversité biologique, pour lutter contre les changements climatiques, pour penser les liens entre les humains et les non-humains. Donc, je suis vraiment ravie que ça ait retenu votre attention. Bien sûr, ce prix a aussi une résonance très particulière. Rendre mon travail de thèse de recherche accessible à tous, c'était dès le début de ma thèse une trajectoire que je souhaitais emprunter. Donc je suis vraiment ravie, je le répète. À titre individuel, ça a été dit au tout début, c'est vrai que lorsqu'on rédige une thèse pendant 5 ans pour ma part, on n'a qu'une crainte, c'est que seul le jury lise sa thèse. Et donc j'ai été aussi curieuse que le troisième gagnant, puisque je suis allée voir combien de fois ma thèse avait été téléchargée sur HAL, et à ce jour elle a été téléchargée 162 fois. Donc ça me permet de me rendre compte que mon travail est tout à fait pertinent. Et puis ensuite, ce que je voulais ajouter, c'est que bien sûr, du point de vue du droit et puis du point de vue du justiciable aussi, selon moi, les chercheurs ont une responsabilité particulière quant à la diffusion de leurs travaux. Dans ma discipline, qui est le droit de l'environnement, la science ouverte, elle va participer à l'accès au droit, elle va favoriser le décloisonnement de la pensée entre d'un côté les chercheurs et puis d'un autre côté les gestionnaires des territoires. Donc ça me semble tout à fait déterminant. Et puis, bien sûr, la science ouverte concourt au renforcement de la pensée critique. Et tout ça me paraît être des éléments indispensables pour construire une démocratie environnementale, pour créer du débat, pour éviter la radicalité aussi. Et il me semble que tous ces éléments sont tout à fait déterminants pour pouvoir construire des sociétés où l'on puisse tous vivre ensemble dans des liens de solidarité et de paix. Donc, je tiens à remercier très classiquement tous ceux qui m'ont accompagnée, mon encadrante de thèse, mes collègues, mes amis, ma famille. Et merci encore une fois aux membres du jury et aux organisateurs. Merci pour ce discours chaleureux et sympathique qui nous fait très plaisir. Et puis, merci de nous avoir indiqué le nombre de téléchargements. Voilà, bravo. Sans plus attendre, eh bien, nous allons passer au premier prix qui est remis par François Pellegrini. Je ne sais pas s'il faut le présenter encore. En tout cas, je peux vous dire que c'est un animateur exceptionnel quand il s'agit d'animer une discussion de jury. Lui, Monsieur Netter, comme vous pouvez le constater. Mais là, justement, on va faire appel à ses talents d'orateur pour remettre ce premier prix. François, c'est à toi. Merci beaucoup Jean, mais avec une telle introduction, tu risques au contraire de me faire perdre mes moyens. En tout cas, je suis ravi de voir réunis encore ici une nouvelle fois les membres du jury et les organisateurs vraiment avec lesquels il a été extrêmement agréable de travailler. Je garde un très bon souvenir de ces moments, et je trouve que à travers ce prix, à travers les valeurs qu'il porte, je pense qu'on a une caisse de résonance et un vecteur extrêmement efficace pour promouvoir avant tout la science, parce que c'est de science dont il s'agit, et d'ouverture, de reproductibilité à travers le fait de communiquer les résultats pour que d'autres s'en saisissent,
Donc, je pense que ce prix porte et convoie un ensemble de valeurs extrêmement fortes et qui sont d'une certaine façon très émouvantes. Et c'est pour ça que je suis excessivement honoré que les organisateurs aient souhaité me voir décerner ce premier prix. Alors, ce premier prix, il vient couronner un travail d'une grande valeur qu'a reconnu le jury. Et le jury donc, a souhaité attribuer ce premier prix à une thèse qui a proposé un très beau traitement d'un thème éminemment d'actualité, à savoir l'identité numérique, et cela s'appuyant sur une vaste culture juridique et générale, et également mettant un style élégant au service d'une analyse sérieuse des concepts abordés. La thèse a retenu l'attention du jury par son discours critique et argumenté à l'égard de la trop grande faveur qui peut être faite à la libre circulation des données. Et de fait, la thèse offre finalement un constat lucide dans un domaine où aucune solution miracle ne semble se profiler. Et donc, le premier prix a été décerné, attribué à M. Nicolas Chambardon pour sa thèse intitulée « L'identité numérique de la personne humaine, contribution à l'étude du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel ». Et je pense que l'actualité récente a montré, et sans doute montrera encore plus à mesure que la révolution numérique se déploie, que la protection des personnes dans l'univers numérique est vraiment un enjeu essentiel, un enjeu critique. Et effectivement, le jury a souhaité effectivement valoriser ce travail dans le contexte de cette actualité. Donc, félicitations à Monsieur Chambardon. Eh bien, bravo. Le prix, c'est 3 000 €, plus une édition numérique LexBase, plus un abonnement à une des 36 revues de LexisNexis ou bien à LexisVeille. Voilà. Sans plus attendre, Monsieur Chambardon, c'est à vous de répondre à ce prix, à cette avalanche de récompenses. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors, il y aura un petit peu de redite. Évidemment, je vais commencer par vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis très honoré. J'aimerais évidemment commencer par remercier l'association OpenLaw et ses partenaires pour avoir mis en place ce prix OpenThèse. Merci bien sûr aux membres du jury d'avoir lu nos travaux et de nous avoir sélectionnés pour recevoir ce prix et d'avoir délibéré visiblement dans la bonne humeur. Tant mieux, hein, si en plus on peut apporter ça. Évidemment, je suis très honoré à titre individuel. Comme ça a été dit tout à l'heure, et beaucoup le savent, la thèse est un exercice long et la reconnaissance, si elle vient, est souvent rare et tardive. Donc quand elle vient, on en profite avec un plaisir non dissimulé. Mais au-delà de ça, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un côté émouvant dans le sens où je crois que ce prix est une vraie avancée sur un plan collectif, en fait. Je vais peut-être le dire un peu naïvement, mais quand on veut réfléchir sur ce qui fait système et sur les dynamiques de pouvoir, que ce soit en philosophie, sociologie, anthropologie, sciences politiques et bien évidemment droit, tout est tellement complexe que je pense qu'il est essentiel de pouvoir partager parce que c'est trop grand pour une seule personne. Et en ce sens, j'enfonce une porte ouverte, mais le libre accès permet ce partage et cet échange. Il permet, je crois, peut-être de rendre un peu plus poreux le cloisonnement entre les disciplines, et qui, à mon sens, fait beaucoup de mal à la diffusion du savoir. Moi, j'ai vu comme du pain béni de pouvoir trouver des thèses de philosophie, sociologie, anthropologie en libre accès pendant ma thèse. Donc voilà. Et j'ai entendu qu'il y avait une thèse pluridisciplinaire, ou en tout cas au Carrefour, qui était récompensée, et j'en suis ravi. Quand on écrit une thèse, on a évidemment l'ambition de toucher les lecteurs au-delà du monde universitaire. Malheureusement, et ça aussi on en a un petit peu parlé, il arrive qu'on perde cet espoir à mesure que les années passent, qu'on découvre ce que disait la professeure Julien tout à l'heure, le peu d'accès aux ressources et le peu de diffusion. On se dit qu'on sera peut-être lu par des doctorants en quête d'exhaustivité,
par des enseignants-chercheurs curieux ou par des étudiants en master particulièrement zélés. Et je vais reprendre ce qu'a dit Aline tout à l'heure. Moi aussi, j'ai entendu cette phrase un jour quand j'étais jeune doctorant. On m'a dit ta thèse, elle sera lue au moins par 5 personnes, c'est ton jury, et c'est déjà pas mal. Et je dois dire que je l'ai cru pendant un moment. Et tout à l'heure, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire et en repensant à ces mots, je me suis livré au même exercice que mes camarades et je suis allé voir sur Archives ouvertes combien de fois avait été téléchargée une thèse. Et ça fait un moment que je ne l'avais pas fait et donc je vous donne le chiffre. Grande a été ma surprise. J'étais à près de 2000 téléchargements. Alors évidemment, ma première réaction, c'était de me dire mais pourquoi ont-ils fait ça? Ces gens ont dû se tromper. Mais plus sérieusement, dans un second temps, au-delà de la reconnaissance du côté agréable, je me suis dit que peut-être en fait ce que j'avais fait allait être mis entre les mains de personnes qui allaient s'en servir pour de vrai et que ce serait vraiment utile. Et ça, en fait, ça n'est possible que parce que mon travail était tout simplement en libre accès, en fait. Donc, on a bien conscience, on regarde des contraintes économiques qui sont à l'esprit de chacun, qui pèsent sur les éditeurs, et notamment en matière de travaux universitaires. Ça n'est pas franchement dans le sens du vent de récompenser des travaux qui sont déjà disponibles. Et en ça, je trouve que c'est un signal très fort et très beau que de récompenser des thèses en libre accès. Et je dis simplement merci et bravo à la fois. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Nous poursuivons donc la cérémonie et son déroulé. Et donc, eh bien, je vais sans plus attendre, s'il le veut bien, céder la parole à Monsieur Simpeau pour achever cette cérémonie. Après, je la reprendrai pour vous dire quelques mots, mais rapide, promis. Monsieur Simpeau, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter peut-être. Oui, merci. Achever la cérémonie et non pas vous achever, j'espère. Donc, je suis Jean-Christophe Simpeau, professeur à l'Université de Bordeaux et président de la conférence des doyens. Et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Très simplement pour vous dire que la conférence des doyens est très attentive à ce phénomène d'archives ouvertes et que par le biais du site le portail Univ-Droit dont a parlé Gilles Dumont tout à l'heure, on a développé déjà un référencement important de toutes les publications juridiques, mais que aller plus loin comme vous le faites, c'est forcément une bonne chose. Alors, je crois qu'il y a 2 étapes. La première, c'est celle que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la mise à disposition de la recherche doctorale, qui, comme vous l'avez cité, est une recherche qui est trop méconnue, puisque elle n'est que peu publiée par les éditeurs qui sélectionnent quelques thèses. Et donc moi, je me réjouis. J'aurais adoré, en tant que thésard, pouvoir mettre à disposition ma thèse. Je me souviens avoir moi-même fait imprimer des exemplaires supplémentaires pour les envoyer un par un à différentes personnes pour justement en assurer la diffusion. Et donc je crois qu'au-delà de la diffusion de la science, c'est aussi une promotion de l'égalité, parce que c'est parfois un investissement économique que de faire publier une thèse, et là on voit que chacun peut, quels que soient ses moyens, pouvoir voir sa thèse diffusée envers le plus grand nombre, et c'est vraiment une très très bonne chose. Alors, la deuxième étape, ce sera d'envisager d'ouvrir la diffusion d'autres types de travaux, ce que vous évoquiez tout à l'heure dans la table ronde. Problématiques qui sont propres aux juristes, incontestablement. Des problématiques d'évaluation de notre recherche et de pratique de ces évaluations, avec, il faut le dire, non pas un conservatisme, mais le peu de connaissances ou d'habitude de raisonner sur des archives ouvertes. Et puis après, la problématique du droit d'auteur, de la rémunération des auteurs, dont on ne peut pas faire abstraction. Et je crois aussi
que nos facultés de droit et les publications qui ont lieu en leur sein sont intimement liées à des milieux socio-économiques, à des professions. Les facultés de droit, ce sont des écoles professionnelles, initialement. Et donc, nos publications, elles sont d'abord techniques. D'ailleurs, c'est assez intéressant d'entendre François, que je salue, d'évoquer que tout ça n'est qu'une question de science. Sauf que justement, les juristes, pour une part, ne considèrent pas nécessairement que le droit est uniquement une science. C'est, pour reprendre les mots d'Aristote, un art, l'art du juste et du bon, au sens où, si c'est une science de l'argumentation, une science normative. Et en ce sens, elle a pour objet de se diriger vers des professionnels pour leur permettre d'argumenter, des avocats, des magistrats. Et ça, c'est ce qui fait, je crois, la particularité de notre discipline. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose d'avoir déjà franchi ce premier cap, en tant que... Là, je quitte ma casquette de président de la conférence, mais je dirige de nombreuses thèses et je serai ravi d'orienter mes doctorants vers le prix pour qu'ils candidatent. J'ai d'ailleurs observé que plusieurs candidats provenaient de l'Université de Bordeaux, donc je m'en réjouis. Et je crois que par la conférence, par les écoles doctorales de droit aussi, on va continuer d'assurer la promotion de ce prix pour vous permettre de tenir un vivier de candidature de plus en plus important. Voilà, je ne vais pas vous monopoliser la parole plus longtemps, mais féliciter bien sûr les 3 lauréats, me féliciter que leurs travaux soient déjà téléchargés. 2000 téléchargements, c'est très important, sans doute plus que certaines de mes publications, donc je m'en réjouis pour vous. Et vous souhaitez donc une belle carrière universitaire si vous envisagez de poursuivre. Monsieur le Président, je vous remercie pour ce discours très encourageant, plein de perspectives. Je devrais vous en vouloir parce que vous avez en partie spoilé ce que j'allais raconter à la fin, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour la bonne cause. Donc, je suis très content de voir qu'on est au moins 2 et certainement beaucoup plus nombreux à penser ça. Désolé si vous nous aviez vu rigoler pendant que vous parliez, c'est juste que Monsieur Netter, il fait rien qu'à mettre des commentaires rigolos en même temps dans le chat. Voilà, ça donne une petite idée de ce qu'on a vécu au jury. Bien, alors, maintenant, maintenant, je vais proposer aux membres du jury présents de bien, s'ils veulent dire 1 ou 2 mots avant qu'on termine. C'est ce moment fort agréable, puisqu'on est dans les temps. Est-ce que dans les membres du jury présents, vous voulez prendre la parole pour nous dire 1 ou 2 mots de celui qui a, je ne sais pas, puisque nous avons François qui est ici, est-ce qu'il veut ajouter quelque chose? Gilles, Isabelle, je vois qu'on a aussi Bénédicte qui peut nous parler, Monsieur Debussy, Emmanuel Netter. Bref, vous êtes invités à vous exprimer là maintenant. Je prends juste la parole 15 secondes, Gilles Dumont. Simplement pour adresser des remerciements tout spéciaux à Lucie Stenium et à Jean Gano pour l'organisation admirable de ce prix. Si tous les événements universitaires pouvaient être aussi bien organisés et avec autant de disponibilité, ce serait vraiment parfait. Je ne peux que me joindre à Emmanuel, à Gilles et aux autres pour dire que Lucie a été le tableau de bord complet du prix. Sans elle, on n'avait pas de boussole, pas de compas, pas de personne pour nous dire, nous rappeler ce qu'il fallait faire et pour nous encourager. Et puis, elle a fait beaucoup de choses parce que le montage de la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'est elle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a monté toutes les vidéos, tous les mécènes. Donc, elle a bossé de manière remarquable et vraiment, vraiment, je vous jure, c'est quelqu'un de valeur, quoi. Voilà. Sans elle, on ne serait pas allé bien loin. Voilà.
Quelqu'un, un autre membre du jury veut dire quelque chose? Je vois que Emmanuel Netter a branché sa caméra, qui prouve que son chien, lui, ne l'a pas mangé. Il l'a recraché. Il l'a recraché. Voilà. Ou bien un autre membre. Oui, mais pourquoi pas? Je peux essayer de réinstaurer un petit peu de sérieux après toutes ces personnes qui ont cherché à imprimer un ton beaucoup trop léger à cette cérémonie. Je réinstille un petit peu de solennité en vous disant que lorsque j'ai soutenu ma thèse de doctorat à Strasbourg en 2010, ça remonte maintenant un petit peu, il y avait ce formulaire qu'on nous avait remis qui nous proposait de mettre la thèse sur le site de l'université et de la verser dans des archives ouvertes. J'avais aucune idée de ce que voulait dire archives ouvertes à l'époque. J'ai demandé à mon directeur de thèse ce qu'il fallait que je fasse et il m'a dit surtout pas malheureux, ne faites pas ça. Si vous mettez votre thèse en accès ouvert, aucun éditeur juridique n'en voudra plus. Et par conséquent, vous serez démonétisé pour la maîtrise de conférence, pour l'agrégation, vous partirez avec un handicap. Je suis heureux de voir que ce soir, les plus grands éditeurs juridiques sont là, soutiennent cet événement. Les temps ont changé, ils ont bien changé. Ça me fait très plaisir de voir que 10 ans, un peu plus maintenant après, les choses vont dans le bon sens. Merci beaucoup aux organisateurs de ce bel événement. Ça fait plaisir à entendre. Et si je puis me permettre de rajouter, je pense aussi que c'était Jean-Christophe Saint-Pau connaît mes paroles parce qu'il les a subies quand j'étais VP-NUM de l'Université de Bordeaux. Avec le numérique, on est entré dans une ère de l'abondance. Et donc, la connaissance, elle est abondante. Et si on ne la valorise pas, si on ne la promeut pas en permettant justement d'avoir des informations qualifiées, d'avoir la capacité d'accéder à la bonne information au bon moment, alors effectivement, cette information, elle a été produite, elle a demandé de la sueur et elle meurt. Et ce travail ne sert à rien. Moi, j'ai toujours été attristé quand, justement, en discutant avec des collègues, notamment des collègues juristes, je sais ce que vous faites a l'air très intéressant, est-ce que je pourrais avoir accès à vos publications? Ils me disent, ah ben tiens, j'ai fait un papier dans telle revue, alors pas les revues, mais tel acte de colloque, et c'était un disque orphelin, c'était inaccessible. Et je trouve terrible que finalement, vis-à-vis de collègues qui vont passer plus de 40 ans à produire de la connaissance, à produire du savoir, ce savoir soit d'une certaine façon perdu. Et je pense qu'effectivement, comme ça a été relevé, le rôle des éditeurs scientifiques, ça a été historiquement le fait de donner accès à la connaissance, parce que c'est eux qui avaient la capacité d'imprimer et de distribuer dans le monde de la rareté, dans le monde pré-numérique. Maintenant, les paradigmes économiques ont changé, il faut renouveler les modèles économiques, il faut renouveler le positionnement. Et effectivement, le fait que ces professionnels de l'édition se positionnent sur le numérique et sur la valorisation du travail des scientifiques, et ce que nous faisons aussi avec ce prix autour de la promotion de travaux de qualité, me semble effectivement totalement dans l'air du temps et totalement, j'allais dire, adhérer à ce changement de paradigme. Donc j'en suis vraiment ravi et je souhaite finalement, peut-être un peu comme les médecins, les policiers, vous savez, ces gens qui espèrent vivre dans un monde où en fait ils ne servent à rien parce que les gens sont en bonne santé, parce qu'il n'y a pas de crime, etc. Et finalement, on fait une promotion des thèses ouvertes. Le jour où on n'aura plus besoin d'en faire la promotion, c'est qu'on aura gagné. D'ici là, je serai ravi de voir le prix l'an prochain et les années suivantes. Merci beaucoup. Madame la présidente du fonds de dotation, pensez-vous qu'il est temps, j'aime bien quand on appelle comme ça, à chaque fois il est surprise, elle se demande de qui on parle. Je m'apprêtais à te dire, Jean, que la transition était toute trouvée pour ton mot de fin, puisque c'est toi qui as la charge d'évoquer la suite sans trop en dire, mais tu vas nous expliquer pourquoi. D'accord. Alors, bon, bah, c'est terminé. C'est terminé pour cette édition. Comme la table ronde introductive l'a montré, l'Open Science continue sa route et à élargir son chemin en droit et dans les disciplines voisines. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on est déjà pas mal intéressé par l'interdisciplinarité. Open Law aime rassembler
et animer des communautés, et donc va continuer à s'impliquer sur ce projet avec son groupe de travail Open Doctrine, mais aussi avec vous. Tous les acteurs qui nous accompagnent depuis la genèse du projet et ces 2 éditions sont donc appelés à nous rejoindre pour réfléchir à sa suite. Après 2 éditions, on a travaillé de manière intensive. Là maintenant, on voudrait prendre un temps de recul, réfléchir, voir ce qu'on va faire le bilan, et puis voir comment on continue. La porte est grande ouverte. Hein. N'hésitez pas à inviter du monde en France, à l'étranger, d'autres disciplines pour faire ce travail avec nous. Envisager une version renouvelée des prix, puis d'autres actions, comme l'a évoqué Monsieur le Président Simpo. Il y a effectivement des choses à faire pour d'autres types d'œuvres de recherche à ouvrir, comme Gilles l'a aussi esquissé, comme en fait tous les membres de la table ronde, que je remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu se prêter à cette discussion avant d'ouvrir la cérémonie. Ils nous ont déjà ouvert des pistes dans lesquelles on va s'engouffrer. Et notamment voir si on peut partager d'autres travaux, comment, pourquoi, et partager ce commun du droit qui nous réunit, c'est-à-dire la recherche et l'innovation juridique qui méritent vraiment, d'être partagées. Voilà. Compris. Merci, j'étais très content de faire tout ça avec vous. Je tiens à remercier aussi une personne qui s'appelle Carole Grard, qui nous a permis de pouvoir tenir virtuellement cette manifestation à l'Université de Bordeaux. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas pu y aller, parce que j'aime beaucoup cette ville aussi. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Mais vraiment merci à Monsieur Simpo et à Carole de nous avoir accueillis, même si c'est numériquement, c'était déjà énorme. Et merci à tous les mécènes, merci à tout le monde. Et eh bien, je pense qu'on aura sans doute une prochaine édition qui sera encore plus. Et d'ici là, bonnes vacances. Reposez-vous bien, particulièrement à nos docteurs, qu'ils en profitent, et aussi aux professeurs et enseignants, parce qu'on sait que c'est difficile. Pour ce qui est des responsables de SCD et autres documentalistes, ne vous en faites pas, on a de quoi s'occuper pendant l'été. Voilà. J'ai un petit mot de fin. Lucie, tu veux nous dire quelque chose? Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Peut-être Soumi, tu veux… Oui. Non, merci alors. À très bientôt. L'année prochaine, donc pas de date précise pour la saison 3 du prix de thèse en accès ouvert. Voilà. Et la séance est levée. Et la séance est levée. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci encore. Merci, au revoir.